Salut, c'est Branque Titeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre Maserati? Allez donc sur le site. Vous verrez qu'elle ne vaut pas grand-chose. Salut, voici comment est la Ghibli en ce moment. Elle va rester garée à cet endroit pendant quelques temps pour des raisons que j'explique à la fin de la vidéo. Ça ne se termine pas très bien, mais pas très mal non plus. Disons qu'il y aura des suites. Mais pour l'instant, on va procéder dans l'ordre de tout ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. J'essaie de réparer le rétro de la Ghibli. Alors la fixation là, elle était cassée. C'est ce truc là qui normalement se met là et il se visse. Bon, c'est un peu con parce que visser juste avec deux vis comme ça dans du plastique alors que l'effort est énorme s'il y a un choc dans le rétro. Donc tout s'est fait casser. Moi j'ai mis une plaque là derrière. Je vais visser ça. Le problème c'est que le système n'est pas fait pour enlever le mécanisme sans enlever la vitre. Et parce qu'il y a ces deux vis là, il y a deux vis en dessous, mais il y a deux vis dedans. Et en fait, elles sont cachées par le miroir. Donc pour dévisser, j'ai réussi parce que la boîte était cassée, j'ai réussi à la tordre. Mais là, j'ai tout recollé et tout ça. Donc j'ai fait des entailles comme ça pour réussir à visser, vous voyez les trous là. Je vais voir si j'y arrive, mais je filme là parce que après ça sera assemblé, donc ça sera trop tard pour montrer. J'ai réussi à assembler le rétro sans péter le miroir, mais du coup maintenant on voit ces vis là et on voit les encoches que j'ai dû faire dans le miroir, mais aussi même dans le boîtier du rétro parce que sinon j'arrive pas à passer le tournevis pour atteindre les deux vis qui sont derrière là-bas. Bon, c'est mieux que ça en rétro, hein. J'ai réparé les bouches d'aération centrales du tableau de bord, ces deux trucs là, on est derrière le tableau de bord. Parce que les pattes qui sont de ce côté-là et là, des bouches étaient cassées. Et pourquoi elles étaient cassées? Parce que le système est débile. Donc ça c'est de la tôle du tableau de bord, il est en tôle, hein. Les bouches se vissent à la boiserie qui est devant, la barre là, et qui s'enlève par devant. Mais ces machins-là sont vissés par derrière. Sauf que ils passent très mal, les bouches passent très mal dans les trous là. Du coup, quand on tire la boiserie, on casse les pattes. Mais les pattes, on ne peut pas les dévisser. De ce côté-là, on arrive à les dévisser à peu près en passant le tournevis par les écarts, mais pas là, ni surtout là, parce que là, c'est vraiment très juste. Voilà, donc de ce côté, c'est souvent pété. Enfin, moi, j'en ai plein et elles sont toutes pétées de ce côté, les bouches. Et en fait, on arrive à s'en sortir en faisant juste une patte comme ça, on perce un trou, vis auto-foireuse, et c'est bon, ça tient très bien. Ça, c'est le relais de l'intermittent des essuie-glaces. Dans la Ghibli, il n'y a qu'une seule vitesse, l'intermittent. Et évidemment, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je fais maintenant, c'est de rendre le réglage du délai continu avec un potentiomètre. Parce que de toute façon, même quand il y a plusieurs vitesses, ce ne sont jamais les bonnes. La solution est simple. Une capote 470 microfarad à la place de 47. Une résistance de 10K à la place des 330K d'origine, plus avec les 10K, un 100K, ce serait mieux 150K en série avec les 10K. J'ai installé le tableau de bord. Je vais vous montrer donc l'intermittent réglable. Donc en fait, j'ai installé un potard ici. Bon, c'est la misère d'installer un potard dans ce machin. Parce que c'est une espèce de caoutchouc plastiqueux, je ne sais quoi. Donc ça se perce, mais ça se déforme, c'est merdique. L'image là est déformée parce que j'ai mis en grand angle, sinon on voit rien. Donc, vous voyez, là c'est tout ce que j'ai réparé. En fait, tout ça c'est de nouveaux panneaux, en plus souvent plus épais. Un peu pareil, pas moins de ce côté. Donc là, ce qu'on entend, c'est l'essuie-glace.
Et là, il est en intermittent. Ça, c'est la vitesse maximale. Et après, je diminue. Voilà. J'ai mis max 12 secondes. Et avec les LED de couleur, on obtient des trucs assez chouettes. Parce que tout ça, c'est des LED de couleurs différentes. Le tableau de bord aussi devient très bien éclairé. Ça, la tempo des clignotants. En fait, c'est un boîtier bleu à l'origine. En fait, c'est un CF14 ce qui s'appelle. Et on peut acheter sur Ali un truc qui a donc la tempo réglable. Parce que quand on met des LED, des ampoules à LED, après le clignot, il clignote beaucoup plus vite, hein, c'est fait exprès. Et là, vous avez mon support de colonne de direction que je vendais avant. Qui est métallique avec un roulement en plastique autolubrifiant. Mais je vends plus parce que j'en vendais un tous les 3 ans. Ça me gaffe trop. Dans la vidéo, je parle de l'intérieur de la Ghibli. J'ai oublié de mentionner que j'ai trouvé des LED qui correspondent au format des ampoules utilisées dans les tableaux de bord. Donc ça, c'est ampoule LED. Parce qu'il existe plein de LED différentes, soi-disant compatibles, mais en réalité, elles sont toujours trop grosses. Et ce vendeur sur AliExpress, il a donc ces LED. Donc il a au moins 4 couleurs, plus la couleur blanche. J'ai posé la moquette. J'en ai bavé pendant des heures. Donc elle est en une seule pièce sur les Ghibli, là, comme ça. Et il n'y a que ces trucs-là qui s'ajoutent. Là où j'en ai chié, en fait, c'est à cause des câbles du boîtier qui passent par là, qui se rajoutent à l'épaisseur qui existait déjà. Ce qui fait que la moquette n'adhérait plus, se décollait ici au niveau des joints. Parce que c'était pas très malin ce qu'ils avaient fait. En fait, il y a une bande là qui est censée être recouverte par le joint et être tenue. Sauf qu'elle est toujours déchirée, c'est du cuir, je crois. Ce qu'ils auraient dû faire, comme dans la plupart des voitures, là il y a une plaque, là, Maserati, tout ça. En fait, normalement, enfin, dans pas mal de voitures où il y a justement cette épaisseur, il y a aussi une plaque vissée là. Et elle sert aussi à caler la moquette. Et là, j'ai dû mettre des vis. Elles sont pas très visibles, mais c'est quand même pas très bon non plus. Sinon, j'ai un énorme pli là et là. Et puis là, d'origine, c'est découpé, il y a un trou. Et moi, j'écoute jamais la radio dans la voiture. Donc, en fait, j'ai utilisé ça à la grille juste pour tenir, parce que c'est aussi utilisé pour tenir la moquette contre la caisse. Bon, j'ai bouché avec un bout de moquette, parce que j'ai dû découper ici le trou, donc j'avais des bouts de moquette, et donc voilà. Donc en fait, ça mène nulle part, mais bon, c'est moins moche que d'avoir juste un trou, quoi. Oui, par contre, il va me rester le problème de l'autoradio, parce que j'écoute pas la radio. Mais en général, je mets une radio, mais je la branche même pas. Sauf que là, les Mac CQ, elles ont... donc on peut visser une antenne et on peut se connecter dessus par Bluetooth. Et je vais voir si je peux avoir une autoradio avec un écran qui sort, la tactile, et pour pouvoir me connecter dessus et puis piloter les options, enfin tout ça. Il y a pas mal de gens qui font ça avec les Mac CQ, genre vous choisissez le mode, vous pouvez même modifier des réglages préprogrammés ou avoir des jauges sur un écran, genre vous voyez qui sort, enfin je sais pas, un truc pas trop moche quoi. En tout cas, je peux pas laisser le trou, hein. Donc il reste encore la console centrale à mettre. C'est toujours la fête aussi. À cause du levier de vitesse là, qu'il faut visser une fois qu'on a mis la console. L'intérieur a quand même de la gueule, hein. Surtout, moi j'aime bien cette couleur. J'ai beaucoup de chance, j'ai gagné des tapis comme ça avec ma voiture. Waouh, je sais pas combien ça coûte, mais au moins la moitié de ce que j'ai perdu avec le moteur foutu.
Il y a des traces que j'arrive pas à effacer. Et là, j'ai condamné là, le truc qui sert à rien. J'ai mis un potard qui est un potard générique qui sera branché sur le boîtier. Bon, le knob est dedans. Je peux pas mettre le knob et fermer la trappe. Donc je l'enlève et ça me servira genre pour mapper ou je ne sais quoi. Et puis ce truc là, je le réutilise. Ça sera la sélection du contrôle d'adhérence. Donc ça se met en deux hein, par défaut. Et puis après, ben, 4 positions, c'est pas mal. Genre 4 c'est wild, pas de contrôle. Et puis un c'est le plus de contrôle. Bon, j'aurais préféré que ça soit à l'envers par rapport au chiffre, mais bon, je peux pas choisir, ça se met en deux tout seul. Donc avec deux résistances, on transforme ça en une source analogique de signal de 4 niveaux. Et puis là, j'ai soudé des rondelles parce que c'est toujours foutu. La ferraille qui tient le siège, elle est toujours explosée, surtout à l'avant du siège conducteur. Là, c'est un peu plus costaud, mais ils avaient déjà soudé un truc. Des trucs. Mais là, il n'y avait rien. Alors, ça a l'air un peu plus costaud que sur les bitubes de base. Et puis, ils avaient un peu modifié. Ils avaient mis ils ont mis un écrou flottant. Mais c'est quand même déjà rouillé et l'acier est assez fin. En fait, c'est une barre. Bon, j'ai oublié de vous montrer avant de mettre le tapis. Mais il vaut mieux souder un truc assez gros là pour répartir un peu la charge parce que la tôle est quand même trop fine. Donc, bah, avec les accélérations et tout ça, ça finit par exploser et ne plus tenir le siège. C'est très très fréquent hein, que le siège soit pas tenu à l'avant, surtout dans les bitubes. Vous vous rappelez de l'histoire des vis qui tiennent la moquette? J'ai trouvé une solution parce que j'ai réussi à me décider à réfléchir une seconde et je me suis dit, c'est une porte et il existe des seuils de porte. Il fallait juste trouver des pas trop moches, enfin plutôt jolis. Donc ça, j'ai trouvé sur Amazon. Je vais leur faire la pub, hein, même s'ils ne me payent pas. J'imagine qu'ils ne vont pas me payer. La marque, c'est ça. Il n'y a qu'un seul vendeur sur Amazon de ça. C'est assez étroit, donc c'est en alu. Il y a des couleurs, il y a aussi couleur champagne. Ça, c'est pour les moquettes des anciennes bitubes qui sont un peu de couleur un peu orangé, marronâtre, je sais pas quoi. Enfin bon. Et je vais faire mon coming out parce que c'est la première fois dans ma vie que j'utilise dans la voiture des vis à placo. Et dans ce cas particulier, esthétiquement, je trouve que c'est pas mal. Et l'avantage de ces trucs, c'est que c'est du trempé, hein, c'est des vis trempées, donc c'est des autos foireuses. Parce que sinon, il faudrait percer des trous de 2,5 dans une courbe. Enfin bon, on casse le forêt, quoi. Voilà, donc je suis content de moi. Pour une fois, esthétiquement, j'ai réussi à trouver un truc pas trop dégueu. Un pseudo-interrupteur à 2 balles pour la pompe à vide qui est derrière l'aile, qui fonctionne quand on met le contact sans démarrer. Ça pompe pas mal de jus. Malheureusement, il n'y a pas de fusible juste pour la pompe. Si on enlève le fusible, on n'a plus l'ABS, on n'a plus d'autres trucs. Des fois, on peut vouloir juste la débrancher tout court. Et après, ben, ça sera juste mis là. Voilà. Modif au niveau des échangeurs, ou plutôt des prises d'air pour les échangeurs RR. Donc ça, c'est le système d'origine. Donc l'air rentre par là, par une découpe dans le pare-choc. Ensuite, ça s'élargit quasiment à 3 fois pour couvrir la surface de l'échangeur. Personnellement, je trouve ça totalement stupide parce que d'après la loi de Bernoulli, donc en fait, ça va ralentir là-bas. Ça veut dire que la pression là-dedans sera plus élevée qu'ici. Bah, donc ça va empêcher l'air de rentrer. D'habitude, on fait l'inverse. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper aussi des trous là, pour que l'air rentre aussi par là. Et puis, je modifie le pare-choc, j'enlève
les feux de brouillard et je remplace par une grille. Bon, je vous montrerai. J'enlève les feux de brouillard parce qu'ils sont placés sur le pare-choc juste à ce niveau-là. Et donc ils gêneraient par rapport à mes trous. Moi, j'utilise jamais les feux de brouillard avant. Pare-choc monté avec les anti-brouillard remplacés par des grilles des deux côtés. Ça donne ça, donc en fait ça c'est le trou d'origine. Et puis là, donc j'ai mis des grilles là. En fait c'est la même grille que celle-là. J'ai eu du bol parce que j'ai acheté une voiture avec un moteur en vrac, mais j'avais une grille neuve en plus. Donc j'ai pu la découper pour faire 2 morceaux des deux côtés. Waouh! Et donc on voit les trous là que j'ai ajoutés supplémentaires pour que ça rentre mieux quoi. Ce qui est pas génial dans le système d'origine, c'est qu'il n'y a pas de grille là. Bon là, ça va un petit peu protéger des cailloux, mais là c'est vraiment un avaloir. Hein. À cailloux, c'est pas génial parce que c'est tout près de la route, donc j'aimerais mettre une grille, mais je sais pas, j'arrive pas trop à savoir comment comment faire pour que ça soit pas trop moche sans abîmer le pare-choc. Comme vous voyez, donc j'ai enlevé les phares et les boîtes à air pour monter le pare-choc. Et en fait, c'est vachement pratique ces phares parce qu'ils s'enlèvent très facilement. Il n'y a que 3 vis, une derrière, celle-là elle est derrière, celle-ci devant. Donc c'est des phares modernes, hein. C'est pas comme sur les biturbo où il y avait 36 000 vis avec les pattes qui se cassaient sans arrêt. Là c'est très simple, c'est tout en ferraille, on dévisse, on revisse. Et ça donne l'accès au clignot. Et puis ça donne l'accès aussi, là de ce côté, il y a aussi le capteur de température qui s'affiche sur le tableau de bord. Donc, en fait, c'est vraiment, si vous voulez accéder ou démonter le clignot, vaut mieux enlever le phare et vous avez l'accès à tout. C'est vachement bien. L'autre truc que je voulais montrer, c'est... alors ça, c'est le cache de ma plaque d'immatriculation, c'est l'informaticien qui ne sait pas faire autrement. Vous voyez, j'ai quand même un radiac qui est grand, parce que normalement, il est très, très haut, il va jusqu'en bas, quasiment. Et on voit à quel point il est caché enfin, il est masqué par le pare-choc, cette section-là, plus la section qui est en dessous. Donc en fait, un radiac, en réalité, c'est pas bien exposé donc à l'air, et c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir un gros parce que en réalité on utilise je sais pas, peut-être plus que la moitié de la surface, mais pas tant que ça. Et le reste, en fait, évidemment, l'air traverse, mais c'est pas aussi bien refroidi que si c'était vraiment exposé à l'air, en sachant qu'ici il y a la calandre qui va fermer aussi une certaine section de passage. Je vais aussi essayer de trouver des KNN à la place des trucs en papier là. Il y avait un autre truc dont j'avais pas parlé, c'est que j'ai découvert qu'en fait, vous voyez, là c'est la clim, et ça c'est la clim aussi. En fait, ça c'est le montage d'origine. Ils sont tellement serrés, vous voyez, j'ai mis une protection là, parce qu'en fait, le bouchon là, il a commencé à attaquer cette durite. Et j'ai mis ça, mais en fait c'est complètement débile parce que s'il était droit, s'il me regardait en haut, il frotterait pas l'autre durite, mais bon. Et un autre truc aussi marrant, c'est donc en fait tout ça c'est des relais, donc il y a des phares. En fait cette boîte avant sur les bitubes elle était derrière les amortos, enfin la tourelle d'amortos. Ce qui est super ici c'est que dans la notice vous allez avoir les couleurs qui identifient les relais. Donc vous voyez c'est gris, noir, rouge et tout ça. Mais par contre pour les fusibles, démerde-toi, ils sont tous verts. Et la notice elle dit pas quel fusible est où, et en plus on peut tout mélanger puisque ça se détache. Donc voilà, je sais pas, moi j'ai noté mais il faut chercher. La tige pour ouvrir le capot qui
en fait se met là dans ce trou. Normalement, il y a un machin en plastique qui bloque, enfin bon, un truc autobloquant. Moi, je l'ai perdu évidemment. En fait, la tige fait 3,5 en diamètre. Du coup, j'ai fileté en M4. C'est parfait. Un conseil quand vous remontez les phares, c'est toujours laisser un espace entre le bas du phare et le pare-choc. Parce que sinon, en cas de choc, le pare-choc se déforme, il remonte un peu et il explose la vitre. Et vous connaissez le prix de cette chose. Je suis dans les finitions, genre fixer ces garde-boue, hein, comme leur nom indique. Elles sont censées garder la boue, mais là, c'est assez bien fait parce qu'elle est pas retenue. Alors, ça vous fait une vue sur la moto AS Motorsport, hein, c'est eux, avec la barre slab et la biellette là, qui va en haut. En échange d'une voiture avec châssis éclaté, moteur en vrac, j'ai eu ça, les garde-boue de ce côté carrément neuf, de l'autre côté un petit peu cassé. Ça vaut 100 € hors taxe, cette chose neuve, chez Eurospars. Par contre, donc celui-là, il a été remplacé. Et ce qui est génial chez les garageaux, c'est que normalement, en fait, ces vis-là, elles se mettent avec des rondelles comme ça en plastique. Bon, ils ont dû perdre les rondelles. Bah, même pas foutu de mettre des rondelles de 6, parce que c'est des vis de 6. Non, ils ont mis des rondelles de 8. Alors, moi, je comprends pas, en fait, comment travaillent ces mecs. Ils n'ont pas de rondelles de 6 ou ils sont tellement cons qu'ils sont même pas capables de voir que c'est une vis de 6 et pas de 8. Ceux qui ont l'œil ont dû remarquer que j'ai des étriers, c'est pas des étriers de GT, mais de QP4 3002, je suppose, aussi. C'est les mêmes disques que sur les QP4, je sais pas si c'est des disques de GT, je pense que oui. J'avais ces freins sur ma QP4 V8 auto et ça freinait que dalle. Moins bien que mon Voyageur, bon, qui pèse aussi 1700 kg comme la QP4 hein, V8. Je voulais vous montrer aussi, faire remarquer que ici vous voyez tout autant à l'avant les copes pour faire entrer l'air vers l'échangeur, le trou est tout petit. En sortie, ben, en fait il y a quasiment pas de trou. Donc ils ont dû imaginer que l'air s'évaporait tout seul, je sais pas. Sur la QP4, ils ont fait plus intelligemment, parce que ça c'est un garde-boue de QP4. Vous voyez, ils ont fait des grilles. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il se monte parfaitement à la place de celui-ci, c'est juste qu'il est complètement pété de partout. Donc je peux pas le monter. La différence, c'est que celui-ci, il a une partie aussi qui dépasse en bas, parce que vous voyez, il y a des vis là. Il y avait un cache en dessous sur la QP4. Bon, je vais pas m'emmerder à monter ça. Je vais voir déjà si ça marche ça, et au pire, je ferai des trous. Mais j'ai pas très envie en fait de faire des trous, parce que là, c'était fait. C'était pas con, parce que c'est. Vous voyez, c'est incliné là. Et si je découpe juste des trous, bon, il faudra déformer. C'est de l'ABS, donc on peut le faire. La névrose du maestro qui a refait le moteur de cette voiture est adorable. Il a laissé des marques partout. Là, là, là. Ah. Mais à l'évidence, il n'a pas changé le cylinder block. J'ai vidangé le pont. Lui, il est censé avoir 1400 km. Elle est noire, dégueulasse. Et le bouchon magnétique était couvert d'une grosse couche de particules. Je suis en train de rôder, donc ça fait déjà 100 bornes que j'ai faites. C'est comme ça qu'on fait. On accélère et après on relâche. On accélère, on relâche. Là, quand j'accélère, je monte à 100 kPa, enfin papillon, on va dire ouvert, mais avant le boost. Un des rares trucs que j'ai récupéré sur le moteur qui était foutu, c'était le thermostat, enfin le boîtier du thermostat.
Et ben évidemment le thermostat marche pas. Alors on est à 73 degrés, 76 au lieu de 90. Comme quoi ça a été super bien refait. Ça a été son premier anniversaire aujourd'hui, 100 km. Là elle en a 109. Ça représente 3 heures de roulage. Donc je considère que c'est globalement rodé. Enfin, j'ai pas roulé juste comme ça, hein. J'ai fait comme je vous avais montré, on pompe, on accélère, on ralentit. Et là, je vais resserrer les culasses. D'ailleurs, là, vous voyez mon tendeur de chaîne. Et hier, j'ai fait une vidange après 59 km. J'en fais trop là par rapport à d'habitude, mais c'est parce que j'ai quand même toujours les doutes. Il y a trois choses qui sont pas très sûres dans ce moteur. C'est la première, c'est les traces qu'il y a sur les chemises, parce que c'est du Nicasil et que j'ai toujours les doutes. J'ai toujours peur que les segments soient pas les bons, mais a priori ce sont les bons parce qu'elle aurait jamais fait 100 km. Mais il y a ces traces qui sont pas belles. Il y a un truc dont je vous ai jamais parlé, c'est que quand j'ai voulu monter les pistons, j'ai découvert qu'il y avait un problème d'usinage des segments. C'est-à-dire qu'ils étaient trop épais par rapport aux gorges que le fabricant avait fait, parce que eux, bah, ils ont fait comme ils font d'habitude, ils ont pris un segment, ils ont considéré que tous les autres allaient être les mêmes, de la même épaisseur. Sauf qu'il y a eu un foirage sur la série. En fait, j'avais même deux boîtes, parce que j'en commande toujours trop les segments, parce que je les casse. J'avais donc 12 segments, enfin des segments pour 12 pistons, et j'ai réussi à trouver un jeu de 6, mais les pare-feux étaient beaucoup trop épais, c'est-à-dire qu'il y a sur, je pense, 4 ou voire 5 pistons, n'est qu'à 1 centième de jeu sur les segments pare-feu, ce qui n'est pas assez. Enfin, il faut mettre 2. 1, c'est vraiment, c'est limite. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que les pistons, c'est un 2,5 litres, mais c'est un vélo de 2 litres, et donc les pistons seront 15% plus lourds que les pistons de 2 litres. J'ai fait le pari que je pense que le vélo est équilibré pour beaucoup plus que le poids des 2 litres. Il est, je sais plus comment on dit ça, il est suréquilibré, quoi. Et donc j'ai mis des pistons beaucoup plus lourds, ça représente genre 80 grammes ou 70 grammes de plus par piston. Bon, ça vibre, mais pas plus, j'ai l'impression pas plus que le 2,8 litres normal, en sachant que j'ai des cylinder blocs moteurs polis qui sont un peu trop durs. Hier, j'ai aussi changé les bougies, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, les 50 bornes de plus étaient beaucoup plus, enfin, elles tournaient mieux, quoi. Mais j'ai aussi mis de l'huile de meilleure qualité. Donc au début, j'avais rodé avec cette daube là, minérale 1540, et là j'ai mis de la 1040. Alors comme ce que j'avais déjà constaté dans les huiles de synthèse, ça c'est une semi-synthèse, les 1040 sont cette 1040 comme beaucoup d'autres, et celle-là elle est même plus épaisse que la 1540 exactement du même type de chez Elf, l'évolution 500. Dans les synthèses, à part la 300V Motul, les 1550 sont souvent moins ou aussi, enfin la même viscosité que les 1060. Je pense que c'est un truc de marketing. Donc là, je vais resserrer les culasses, parce que bah, j'avais calculé à l'époque, on avait discuté de resserrage des culasses 3002, que c'est sur ces culasses des 24 soupapes V6 que les goujons sont les plus longs de la série 18 soupapes 24 et 3002, enfin V8. Et donc c'est ces culasses-là qu'il faut resserrer surtout.
Et ce qui est bien, c'est que là, en fait, il n'y a rien à enlever. On enlève le cache-culbut et les vis sont toutes là. Donc c'est très facile. Et vous voyez, ça baigne dans l'huile complètement et c'est comme ça que ça doit être. Il y avait effectivement besoin d'un resserrage. J'avais serré à 100 newton-mètres. Là, en desserrant, je dépassais pas les 90. Alors normalement, si on serre à 100, si ça bouge pas, pour desserrer, en général, il faut plus de 100. Là, 90, ça veut dire que ça devait être serré déjà qu'à 80, en gros, newton-mètre. Donc on desserre un écrou un par un, dans l'ordre de serrage préconisé. On les desserre un par un et puis on les resserre. J'ai resserré à 102. Voilà. Alors j'avais resserré la culasse côté passager et j'en ai profité pour regarder dans les cylindres avec un endoscope. Et j'ai trouvé une quantité énorme d'huile dans le cylindre numéro 2 sur les soupapes d'admission qui étaient ouvertes à ce moment. J'ai commencé à donc regarder. Il y a de l'huile dans les autres cylindres aussi. Au final, le premier chapitre de l'aventure va s'arrêter là parce que j'ai un gros problème sur les deux culasses. Dans quasiment tous les conduits d'admission, vous voyez, ça, c'est un trou qui va là où sont les ressorts de soupape. Il y en a partout, c'est toujours ce conduit-là. Les culasses étant symétriques, donc de l'autre côté, c'est l'autre conduit. Il n'y a que le cylindre 3 où il n'y a pas le trou. Donc maintenant, je sais pourquoi les conduits d'admission sont si étroits par rapport à la taille des soupapes dans ces culasses. Parce que, en fait, ils sont un peu loupés, je pense, sur le design des culasses. Parce que moi, j'ai élargi les conduits d'admission. Je les ai augmentés de 2 mm de diamètre. Ça veut dire que j'ai grignoté 1 mm d'épaisseur sur les parois et je me suis retrouvé côté soupape. Ça veut dire que, en fait, quand ils usinaient à 21,5, donc ça c'est le diamètre d'origine, ils laissaient 1 mm d'épaisseur avant de se retrouver côté soupape et dans l'huile. Et ben moi je pensais pas que c'était. En fait c'est vraiment tout en bas là où le ressort de soupape, enfin, là où il y a le support du ressort en bas, il y a un élargissement. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas usiné, c'est du moulage comme ça. Et ils se sont loupés. Ils avaient prévu peut-être mettre des ressorts plus gros, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop fin. Donc il va falloir que je sorte le moteur et que je vois comment boucher les trous, parce que normalement, en fait, l'alu, ça se recolle très bien avec l'époxy. L'époxy supporte la température, les hydrocarbures, aucun problème. En plus, si on ajoute de la poudre d'aluminium, le coefficient de dilatation devient quasiment celui de l'aluminium. Donc en fait, ça se faisait beaucoup dans la préparation avant les années, on va dire 2000, de rectifier les conduits d'admission, de percer et rectifier avec de l'époxy. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est très très peu accessible parce que c'est tout au fond d'un puits. Les culasses des 24 soupapes sont assez compliquées. Donc je vous montrerai. Bon, pour l'instant, la conclusion, c'est que le moteur est assez agréable, il marche assez bien. Je ne sais pas quand démarrent les turbos parce que j'ai jamais ouvert le papillon plus qu'un quart pour pas qu'il y ait plus de pression que la pression atmosphérique. Donc c'est un moteur avec un RV de 8,5 et ça marche bien. Enfin, moi j'ai trouvé assez agréable à conduire. C'est coupleux même en quatrième, ça marche bien, jusqu'à 3000 tours, hein. Je ne suis jamais monté plus haut. Donc je considère que le moteur est rodé. Par contre, le problème c'est qu'il a bu beaucoup d'huile. Donc je vais être obligé d'enlever au moins la chemise du cylindre 2, celui qui a bu le plus,
pour regarder l'état des segments, parce que s'ils sont tous calaminés, il va falloir tous les sortir et les nettoyer. Ça me fait chier parce que j'ai vraiment pas envie d'ouvrir le bas du moteur, mais bon, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à démonter, etc. Enlever les culasses, c'est pas très compliqué. Sortir le moteur, c'est pas très compliqué non plus. Maintenant que j'ai tout fait, enfin, en fait, c'est assez facile pour la maintenance. L'autre conclusion, c'est que je trouve que la Getrag 6 est vraiment pas agréable comme boîte. Moi, je me paume tout le temps dans les vitesses. Je me loupe entre la 5 et la 3, par exemple, sans arrêt. Même à l'arrêt, je sais pas si je suis en première ou en troisième. Et pourtant, j'ai pas de jeu dans la tringlerie. C'est juste que la boîte, elle est bizarre. On dirait comme la boîte sur un Mini où la quatrième était un peu. Il fallait vraiment pencher le levier vers le passager. Je trouve que. Et puis, bon, les vitesses. Enfin, ils s'enclenchent bien, mais je la trouve pas terrible, cette boîte, par rapport à la ZF. Voilà. Et puis, bon, après, j'ai aussi la pompe à direction assistée qui fait du bruit. Je pense qu'elle est morte, enfin, pas en très bon état. Donc, je vais remplacer par une autre. Bon, j'en ai plusieurs. Il faut que je m'occupe aussi des freins arrière qui font wou wou. Ça veut dire que, en fait, ils sont grippés. C'est typique. Euh, et en plus, ça freine que dalle à l'arrière, alors que ça freine bien à l'avant. Je suis surpris, et beaucoup mieux que sur la QP. C'est les mêmes freins que j'avais sur la QP. À l'arrière, si je suspends la voiture et que j'accélère en genre seconde, j'ai vraiment du mal à faire caler le moteur en appuyant à fond sur les freins. Il y a des réducteurs, des répartiteurs de freinage à l'arrière, peut-être qu'ils sont morts. Ils sont actionnés quand la voiture penche, ils sont actionnés par des tirettes qui sont sur les amortos. Je vais peut-être les virer tout simplement. Donc, pour l'instant, il faut que j'ai deux voitures à remettre en état parce que sur le GTV, il faut que je change les amortos parce que les ressorts sont tellement rouillés qu'ils vont casser bientôt. Et sur la Mustang, il faut que je remplace la pompe à eau qui est morte, qui fuit et qui fait du bruit. Après, je vais peut-être même m'occuper. Je voulais mettre. Il faut que je mette des injecteurs plus gros sur la 222 parce qu'ils sont limites. Parce que c'est pareil, bon, j'ai mis d'autres soupapes par rapport à. Soupapes, on va dire c'est un peu plus gros. Les injecteurs arrivent à la saturation avant 5000 tours. Voilà. Et j'irai probablement la mapper sur un banc ici. Donc, ben, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je pense que sur la Mustang, évidemment, je vais rien publier. De toute façon, il y en a des millions partout. Par contre, celle-là, quand je vais démonter le moteur, ça sera peut-être une occasion de vous raconter un peu ce que je sais de ces moteurs, ce que je pense de ces moteurs que je trouve très bien foutus. Voilà, donc ben, à la prochaine. Salut.